l'antithèse plutôt de ce que j'essaie d'articuler ce matin, où je disais en gros, bon, il faut choisir entre deux usages possibles de la notion de biopouvoir. Soit on dit le biopouvoir, comme Foucault le 76, est au fondement du racisme exterminateur, soit on dit, comme Foucault commence à le faire à partir de 118, non, c'est un corollaire de l'avènement du néolibéralisme. Et on dit, bon, on ne peut pas dire les deux, parce que ça me paraît incompatible, il faut choisir. Bon, et toi, tu essaies de montrer les deux jusqu'au bout, donc c'est une démarche très foucauldienne. Ça sauve un petit peu une incohérence avec le reste de Foucault, mais... Pour préciser, la forme de la souveraineté change complètement. Ce que j'essaie de dire, c'est qu'elle ne s'exerce plus de la même façon. C'est-à-dire là où les temps forts de la souveraineté classique était la décision, c'était vraiment et c'est la définition qui donne Schmitt, etc. La souveraineté moderne, elle apparaît juste comme cet abandon. Enfin, les gouvernements italiens aujourd'hui, pour moi, représentent parfaitement cette incapacité de décisionner, être entre le sauvetage, l'abandon. C'est une forme d'incohérence. C'est le laisser mourir. C'est le laisser mourir. C'est une sorte de laisser mourir, mais avec naturellement l'intention de sauver ses droits à la vie, parce que la vie, c'est un valeur inconditionnel, etc. Et ce qui permet par ailleurs d'intégrer, comme je l'ai dit, après, c'est sous population flottant, de façon différenciée dans les marchés du travail. Moi, je voudrais, bon, rapidement, moi j'ai des points que je ne partage pas, je pointe un peu. C'est toujours le rapport entre thématique politique et libéralisme. Bon, je ne suis pas un défenseur fanatique du libéralisme, mais je ne vois pas, ça me paraît trop rapide quand même. Quoi. Bon, pour deux raisons. D'abord, l'idée que, au fond, on exclut celui qu'on laisse mourir, c'est le migrant en tant qu'incompétent, celui qui est dépourvu de capital, qui n'arrive pas à s'auto-évaluer, à s'auto-valoriser, à s'auto-contrôler, etc. Ouais, je suis pas certain. Bon, faudrait nuancer. Mais par exemple, je me souviens au moment des débats qu'il y avait il y a une dizaine d'années maintenant déjà sur la Constitution européenne, en France, je ne sais pas si c'était pas en Italie, mais en tout cas en France, il y a une figure qui a surgi plutôt dans la gauche souverainiste d'abord. Après, ça s'est répandu très vite, la figure menaçante du plombier polonais. De ce plombier polonais qui allait déferler via l'abaissement des frontières européennes, qui allait déferler et empêcher les plombiers français de souche de plomber, enfin de réparer les plomberies, etc. Mais donc c'est pas une figure d'incompétent, c'est au contraire une figure celui qui est aussi compétent que le plombier français, et qui accepte de travailler en cassaverie, puisqu'il fait du dumping social. Donc c'est une figure un peu différente. Bon ok, les gens qui meurent à Lampedusa ne sont pas des Polonais. Donc c'était pas forcément la même figure, mais comme il y a aussi ça, je pense que dans le racisme, ça tu as raison de dire que le discours raciste n'est pas univoque, il condense plusieurs strates. Et dans la xénophobie de type Front National aujourd'hui, enfin celle qui se répand en France à une vitesse assez impressionnante, c'est plutôt la crainte du déclassement lié à l'irruption soit de migrants qualifiés faisant du dumping, soit tout simplement de pays extérieurs qui pratiquent le dumping massivement et donc entraînent des délocalisations. Donc c'est pas la figure incompétente. Bon, et après je voudrais rajouter un dernier truc pour durcir un petit peu les choses, pour radicaliser un peu le débat sur le rapport théâtre-politique, libéralisme, le capital humain. Bon, je ne connaissais pas du tout les thèses de Schultz, le capital humain, mais il y a un phare du marxisme qui avait déjà énoncé ses thèses 30 ans plus tôt, c'est Staline lui-même, Joseph Staline, en 1934 ou 1933, il avait fait un discours au titre assez fabuleux, l'homme, le capital le plus précieux. C'est-à-dire, quelques mois avant de lancer les grandes purges, qu'elle ait massacré entre 10 et 30 millions, c'est pas bien, ou 40 millions de capitaux humains. Bon, voilà. Donc avant de le dilapider, il avait célébré de manière assez curieuse, cynique ou autre. Alors ce qui pour dire que bon, je ne suis pas sûr que vraiment toi, à un simple paradigme économique, qu'on règle le problème. Parce que bon, ça c'est dit par Arendt et par beaucoup de gens, il n'y a rien de moins rentable que l'économie des camps à mort. Les nazis, au lieu d'utiliser certains trains pour conduire les soldats sur le front en 44-45, ils continuaient désespérément, si on peut dire, d'utiliser ces trains pour déporter les derniers juifs et tziganes qu'ils pouvaient trouver. Bon, au moment où l'URSS était au bord de l'effondrement lors de l'attaque hitlérienne en 41-42, il y avait des millions de personnes au goulag qui auraient été prêts, si on les avait libérés et armés, à partir au combat. On préférait laisser mourir de faim, de froid, de misère à la Colima. Donc c'est un régime qui est irrationnel. Il y a une grande différence avec la gouvernementalité libérale ou néolibérale fondée sur la valorisation économique, c'est qu'au fond, Staline, Hitler ou Pol Pot, ils s'en fichent complètement de valoriser le capital humain. Ce qui les intéresse, c'est d'exterminer l'ennemi. Et là, on est dans une toute autre logique très différente, et donc la thématique politique, moi, je la vois plutôt de l'autre côté. Ça, c'est un beau débat qu'on avait ce matin sur l'exploitation. Bon, l'exploitation capitaliste est ignoble. Simplement, elle s'arrête au moment
où on ferait mourir le travailleur en le faisant travailler trop, sans le nourrir assez, sans le payer assez, etc. Donc il a besoin de maintenir en vie son capital humain. Donc elle n'est pas exterminatrice. Elle est ignoble, mais elle n'est pas exterminatrice, sauf si on peut lui donner un flot constant de nouveaux travailleurs, un régime peut-être. Voilà. Mais par contre, l'extermination, elle est absolument pas économique et capitaliste. Elle obéit une autre logique mortifère, irrationnelle si on veut, et c'est ce qui fait son caractère tout à fait énigmatique. Donc voilà, je récuse cet court-circuit vers la politique libéralisme, je ne le sens pas. En fait, moi je voulais faire vraiment une archéologie de la façon dont le dispositif fonctionne réellement, mais plutôt de la façon pour laquelle, à nous, en tant que détenteurs du capital humain aujourd'hui, la mort, pour nous, la mort d'un migrant de la Méditerranée, ça peut paraître comme un fait complètement banal et banalisé. Donc, en fait, c'est clair que pour voir comment ça marche exactement le mécanisme d'exclusion, il faudrait mettre en relation tous ces discours de mode économique que je fais avec un discours politique de comment fonctionner. Alors, sous le nazisme et le stalinisme, oui, bien sûr, c'est anti-économique du point de vue libéral. Enfin, du point de vue du marché libéral, ce point de vue-là est anti-économique. Il n'est pas dans l'esprit de Hitler, qui voit dans la possibilité d'extirper la menace de l'eau, c'est-à-dire que oui, il prolonge les déclenchements du mécanisme de valorisation de la vie humaine dont elle parlait, il les prolonge et les porte jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'il faut tuer l'autre le plus possible pour pouvoir, pour permettre eux-mêmes de proliférer. C'est-à-dire l'autre, que ce soit les véganes, les juifs, etc., il menace la source de la race, qui est la source de la productivité pour lui. Qui est la source de la productivité. Parce que il y a que les capitalistes qui sont plus complètement de l'origine du plombier. La possibilité du plombier d'émigrer, elle rentre toujours à décision avec un conflit politique, etc. Alors là, par rapport au plombier économique, il faudrait faire une différence, encore une fois, entre les mécanismes réels d'intégration du marché du travail, qu'eux, ils appellent absolument la main-d'œuvre étrangère qualifiée, compétente, et puis les mécanismes politiques et les discours politiques xénophobes qui sont dans l'arène politique, et les mécanismes politiques réels, c'est-à-dire les politiques qu'un pays doit mettre en place pour favoriser ou pas ce mouvement migratoire. Il est clair que je suis loin de dire que les politiques des pays européens sont complètement en otage ou quand même asservir des dynamiques économiques de base. Hein. Enfin, c'est beaucoup plus complexe que ça. Enfin, je suis d'accord sur le fait qu'il n'y a pas, même si j'avais écrit là la valorisation démo-économique de la vie humaine, je ne soutiens pas que ce discours il oriente complètement aujourd'hui les politiques réelles d'immigration dans les pays. Sur Staline et le capital humain, il faut se rappeler que Staline il pensait aussi que Taylor était un grand organisateur et qu'il voulait absolument essayer de transposer ce modèle de productivité économique de l'usine et de l'entreprise tayloriste aux Union soviétique à niveau de productivité, mais moi ce qui me frappe encore plus, c'est la continuité de ces discours humanistes qu'on retrouve du côté des staliniens comme des néolibéraux de la même façon, c'est-à-dire l'homme c'est un valeur pour tout le monde, et puis chacun y met des choses différentes derrière, évidemment, pour Staline est très très loin de la rationalisation économique de Becker, hein, mais parce que Becker il pense individu. Becker il pense individu, il pense choix des individus par exemple sur la politique microéconomique de la famille. Il ne pense, alors que Staline pense l'homme, la masse. Mais bon, donc c'est deux paradigmes complètement différents, mais sous la même étiquette d'humanisme. Et ça, c'est intéressant. Et ce qui rend la polémique anti-humaniste, althusserlienne et foucaldienne des années 60, à mon avis, absolument centrale pour comprendre comment aujourd'hui marche le néolibéralisme. On pourrait en discuter, mais moi, il faut que je pas la salle. Mais moi, je reste persuadé que Hitler ne cherche pas à tuer l'autre pour développer la productivité, la valeur humaine. Je pense qu'il cherche à tuer l'autre parce qu'il semble menacé dans son existence par l'existence de l'autre. Hein. Bon, le fond du racisme exterminateur, c'est de penser l'autre comme une menace dangereuse qui s'introduit dans mon propre corps pour m'anéantir, me corrompre, depuis toujours. Bon, il y a une phrase très belle d'Engels dans une lettre à Marx. Il dit au fond, on s'imagine que la terreur, c'est la terreur révolutionnaire de 93, c'est le règne
règne ceux qui faisaient régner la terreur. Pas du tout, c'est le règne de ceux qui étaient terrorisés. Alors, ils sont bon, je ne veux pas assainir Robespierre et Hitler, mais comme je trouve que toute terreur, c'est la terreur, y compris la terreur des terroristes qui posent des bombes et sont sautés comme kamikazes, c'est d'abord la terreur des gens qui se sentent terrorisés, qui sont encerclés par un ennemi très menaçant et qui cherchent avant tout à s'en défendre par tous les moyens, y compris en se faisant sauter eux-mêmes. Donc la logique de la valorisation du capital, elle me paraît totalement étrangère à ce mode de fonctionnement. Alors on a une divergence. On va parler ouais. Mais c'est un point important, hein, c'est-à-dire, là je trouve que Foucault, enfin ce qui raisonnement est encore un peu, désolé, un peu marqué. Mais bon, Alain, vous voulez parler aussi. Non, je vais dire un mot sur la question de la décision. Je ne suis pas sûr qu'on puisse te suivre complètement là-dessus. Je suis d'accord que les décisions des États, les décisions des instances trans et supra-étatiques, l'Europe communautaire aujourd'hui, par rapport à ces questions des migrations, doivent devenir furtives. C'est-à-dire qu'elles ne peuvent pas s'assumer comme des dispositifs de persécution, ça c'est certain. Mais elles n'en existent pas moins. Toi, tu sembles dire qu'ils sont incapables de décider, mais elles n'en existent pas moins. Je veux dire, le dispositif Frontex, il n'est pas tombé du ciel. La politique des visas, elle n'est pas tombée du ciel. Quand les gardes-côtes italiens refoulent les barques qui arrivent de je ne sais où, ça relève d'une décision, quand même. Alors, derrière, ou avec ces décisions, il y a de l'indécision. Et je pense que toi, tu penses, pour des raisons évidentes, surtout à la façon dont la politique, enfin les gouvernants italiens sont transis face à ces questions et donc se tournent du côté de Bruxelles et disent qu'est-ce qu'on fait. D'accord, mais ça n'est qu'un aspect des choses, parce qu'en amont, il y a un stock de décisions au contraire. Oui, je suis d'accord avec toi. Il faut distinguer entre un niveau de décision pour mettre en place un dispositif, y compris de refoulement ou d'intégration, et puis l'indécision des personnes qui sont intégrées à ces dispositifs, qui se trouvent dans des contraintes paradoxales, évidemment, tout le temps. Non, Est-ce qu'il y a d'autres questions Julie, oui. C'était juste pour rebondir sur ce que vous discutiez avant. Moi, il y a quelque chose qui me laisse complètement interrogative, mais dans les deux grilles de lecture, c'est qu'est-ce qu'on fait des familles organisées pendant le génocide khmer. Parce qu'on a mis, alors là, organiser la famille de tiers du pays, c'est mis du côté de la productivité, parce que là, on casse complètement. Alors, l'indice de capital humain, c'est là, on balance justement ce qui serait de l'ordre, entre guillemets, du capital humain, du côté des campagnes, et on le fait travailler jusqu'à la mort, et en l'affirmant volontairement. On manque d'archives sur ce génocide, mais il s'avère qu'apparemment, d'après ce qu'on sait, les familles ont été complètement organisées. Et c'est pas non plus du côté de la menace de l'ennemi intérieur, parce que finalement, il n'y a pas vraiment de peur chez les dirigeants. Alors, c'est ce que raconte Duc, mais dans quelle mesure c'est vrai, dans quelle mesure les bureaux... Il est quoi, le tortionnaire de... Il était complètement terrorisé et qu'il agissait juste comme ça. Terrorisé par qui? Par ses chefs ou par lui, par ses chefs, parce qu'il allait être remplacé, etc. Mais ça, on a aussi beaucoup de témoignages pour dire que c'est pas vrai. Bon, la famine organisée, Staline savait déjà y faire, en Ukraine en 34-35, c'était 10 millions de morts, je crois, c'était costaud. Et je sais pas. Mais ça ne peut pas ni rentrer dans le capital humain, ni. Je suis pas sûre que le fait que ce soit ce génocide-là en particulier, qui est une énigme, parce que je suis pas sûre que ça s'explique non plus par la menace intérieure. Alors moi je connais très mal, enfin, on connaît mal cette question, mais sauf erreur, il y a la distinction qui régissait l'idéologie Khmer Rouge, c'était l'ancien peuple et le nouveau peuple. Il y avait un ancien peuple plutôt d'origine paysanne, fidèle à l'organisation, à l'ANCAR, et le nouveau peuple composé des citadins des villes, qui étaient des gens porteurs de lunettes, donc dangereux, qui savaient lire, bon, etc. Bon, et l'ancien peuple était seul valable, et le nouveau peuple devait être anéanti jusqu'au dernier pour laisser la place à l'ancien peuple. Il y avait un petit peu une doctrine un peu raciale, bon, social raciste, là, au sens de Foucault, je dirais. Et oui, plus loin. Parce qu'en fait, l'ancien nouveau peuple, c'était une construction qui était finalement applicable à n'importe quel. On pouvait très bien au départ faire partie de l'ancien peuple et très vite se retrouver finalement comme une société corrigée du nouveau peuple. Ça, les bolcheviks sont devenus ennemis du peuple, sont par millions. Hein. Moi, je pense que cette erreur-là fonctionne toujours à travers le schéma d'Engels, quoi. C'est une erreur. Moi, j'ai l'impression, il y a toujours la figure d'un ennemi. Bon, je pense que le concept important, c'est le concept schmittien d'ennemi absolu. Et à un moment, il y a ce passage d'ennemi réel, d'ennemi absolu. C'est le moment où la seule vision souveraine,
au fond rationnel pour Schmitt, de désigner un ennemi réel et de mobiliser les amis contre l'ennemi, fait place à autre chose qui pour Schmitt, après-guerre, hein, c'est Schmitt des années 60, théorie du partisan, etc., Pierre Schmitt qui a un petit peu tiré le son de son aventure nazie. Et pour lui, lorsqu'on passe d'ennemi réel à ennemi absolu, là il y a une sorte d'emballement désastreux pour le politique. Or, l'ennemi absolu, c'est une figure, bon, justement, comme son nom l'indique, il est absolu, c'est-à-dire il n'est pas circonscrit. C'est un ennemi proliférant, sans visage, qu'on retrouve partout. Je trouve que c'est une fiction très forte. Alors là, bon, alors ce que Schmitt demande qui est l'ennemi absolu, là, s'il y a un petit travail de l'ennemi absolu, il désigne les libéraux. Bon, c'est un peu rapide. Bon, pas mal. Moi, je pense que c'est une figure qui remonte à très loin, qui remonte, certainement pour Robespierre, Saint-Just, c'est pas mal de Jacobin, il y a des figures d'ennemis absolus qui sont constituées, souvent de plus fait après 93-94, et la chasse sorcière était une volonté d'exterminer une figure d'ennemi absolu. Je pense qu'il n'y a pas de persécution sans constitution d'une figure d'ennemi absolu. C'est-à-dire d'un ennemi qui est à la fois sans limite et aussi assez facilement sans visage, caché. Ce qui fait que le schéma de la conspiration s'applique parfaitement à lui, parce que justement il est sans visage. Et un ennemi qui est partout, l'ennemi panoptique si on veut, omniprésent, omnipotent, est d'autant plus dangereux. Alors est-ce que ça marche avec les Khmers rouges? Chez Staline, oui, et dans la oui, sans aucun doute. Donc moi je pense à croire que ça marche aussi chez les Khmers rouges. C'est l'ennemi du peuple, bon, c'est quelqu'un qui est partout. Et quelqu'un qui, comme on disait à l'époque, a juste le drapeau rouge pour lutter contre le drapeau rouge. C'est-à-dire que c'est un ennemi qui est plus révolutionnaire, plus dangereux. Parce que c'est un faux révolutionnaire qui fait semblant être révolutionnaire pour détruire la révolution. Et aussi tout ça chez Saint-Just. Les contre-révolutionnaires se caractérisent par l'esprit d'imitation. Ils font semblant d'être des antiloques extrêmement radicaux, et donc ils sont d'autant plus dangereux, etc. C'est comme ça qu'il a oublié avec Denis, les pères et les enragés, etc. Moi je pense, enfin mon schéma, je le sens mieux appliqué aux Khmers rouges, pour le peu que je connaisse. Hein. Mais je me trompe peut-être. Hein. En tout cas, je pense que ça réfuterait l'idée que quelqu'un ça c'est sûr. Non, mais moi, sur ce point de vue, franchement, je réponds franchement, je ne sais pas comment rationaliser la logique cambodgienne. La logique de Khmer rouge, pour moi, ça reste quand même un énigme absolu. Enfin, je n'ai aucun instrument pour le comprendre. Puis j'en connais très peu de toute façon. Oui, celle de Hitler aussi, celle de... Non, mais ça dépend. Sacha aussi. Oui. Quand les jeunes Turcs massacrent les Arméniens, ils sont en pleine guerre contre les Russes, et en même temps ils s'autodétruisent aussi. À chaque fois, c'est totalement irrationnel. Oui, je pense que... normal. Je pense que ce sont des logiques dont on peut expliquer, par exemple, le début. C'est-à-dire, on peut expliquer le début de la persécution, mais après, qui prend de routes qui sont complètement, après, par exemple, ces trains, comme je disais tout à l'heure, des juifs qui continuent de partir à la fin de la guerre, quand tout est perdu, mais ces trains qui continuent à partir vers les camps de la mort, c'est quelque chose qui, en effet, ça parle d'un emballement paranoïaque qui C'est un emballement. Mais bon, il y a d'autres questions peut-être?